Antoine et ses copains aiment le rock et vous aiment aussi. Spécial Velvet Underground, un groupe absolument génial évidemment. Et surtout un groupe qui est passé un peu inaperçu quand c'est sorti, mais qui a influencé la musique de façon assez démente. Et pour ça, je me suis dit que le seul moyen, c'était d'inviter quelqu'un de spécialiste. C'est Benjamin Durand qui est là ce soir avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir Benjamin et bienvenue. Du coup, c'est ta première dans cette émission et donc pour parler du Velvet, comment on peut placer le truc dans le contexte historique? Replacer tout ça évidemment à New York, sur ce début des années 60. New York est vraiment marqué par la figure tutélaire de Bob Dylan, mais il y a un banlieusard qui s'appelle Lou Reed, qui a eu une enfance, une adolescence un petit peu perturbée. Ses parents l'ont envoyé en fait prendre des électrochocs parce qu'il était soupçonné d'avoir des pulsions homosexuelles. Ouais. Et c'est terrible parce que c'est toujours d'actualité, hein, vu les déclarations du pape d'il y a une quinzaine de jours. Mais... C'est vrai, tu as raison de le mentionner. Ouais, mais sorti de là, Lou Reed est parti à l'université étudier un petit peu la littérature. Tout en se passionnant pour des groupes doo-wop de l'époque, des gens comme Diane, etc. Ouais. Mais également en entretenant une espèce de fascination, jalousie à l'égard de Bob Dylan. Ouais, tout à fait. Et puis c'est une rencontre avec un Gallois, si je me trompe pas, John Cale, qui va faire accélérer les choses et qui va aboutir à son premier projet sérieux, en tout cas, qui va un peu faire parler de lui, même si à l'époque, peu de gens en avaient conscience. Non, tout à fait, ouais. John Cale, lui, effectivement, vient du Pays de Galles et avait été envoyé pour étudier la musique sérieuse de John Cage, de Lamont Young aussi, à New York, par une espèce de bourse universitaire, en fait, délivrée par une université du Pays de Galles. Et donc John Cale rencontre Lou Reed et assez vite ils ont une espèce de vie de bohème. C'est les quartiers branchés des jeunes de New York qui se rencontrent. Branchés pas forcément, mais vraiment une espèce de vie de misfits, etc. Et je pense qu'assez tôt ils découvrent l'héroïne dès le milieu des années 60. Et assez vite ils vont aller discuter de tout ça avec des marginaux qui sont tous dans la cour de l'artiste Andy Warhol. Ouais, mais du coup l'héroïne c'est un truc un peu branché déjà à l'époque. Non. Parce que non, c'est courant. Bah oui, il y a les jazzeux, les jazzmen voilà. qui ont déjà et tout le monde est dedans, Coltrane. C'est effectivement l'héritage du jazz, mais c'est pas vraiment branché à l'époque. Le jazz est basé notamment à New York, donc bien sûr. Le jazz, etc. Bien donc ça sûr. circule pas mal. T'as raison, c'est pas bien forcément sûr. branché. Et du coup, comment ça se passe du coup parce qu'il y a Warhol qui va mettre son nez dedans, quoi, et qui va chapeauter un peu tout ça. Raconte-nous. En fait, Warhol, lui, est assez intéressé par toute la mouvance rock'n'roll, etc. Il faut se souvenir notamment des sessions, des visites de Bob Dylan à la Factory. Ouais. Et donc, une fois de plus, il y a toute cette espèce de petite cour de branchés new-yorkais qui... Mais là, on est en 65 à peu près. Hein. Voilà, c'est ça, 65-66. Effectivement, toute une troupe de branchés new-yorkais qui tourne autour de Warhol. Et évidemment, le rock'n'roll, le rock est vraiment l'élément pop qui domine un petit peu tous les débats de ce moment-là. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui intéresse Warhol. Mais New York est aux abonnés absents à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de groupe de rock new-yorkais qui marche. Non, c'est vrai, pas vraiment. Non. C'est l'an zéro, c'est toujours mon expression. De toute façon, oui, tout le monde a les yeux tournés vers la Californie, etc. Voilà. New York, à cette époque-là, est un endroit, une fois de plus, un petit peu réservé aux marginaux de tout poil et qui vraiment trouvent leur terre d'accueil à la factory de Andy Warhol. Et donc Lou Reed va aller récupérer un ancien pote de fac donc de la banlieue new-yorkaise, Sterling Morrison. Ouais. Et ils vont également avoir Mo Tucker comme batteuse extrêmement cruciale mais assez amateur. C'est un peu la Meg White de 66 quoi. Oui, si on veut, effectivement, oui, c'est... Et donc très vite il présente des chansons comme Héroïne, donc déjà
des chansons comme Donc, ça. tu dis, quand tu les présentes, il y a des démos et À Warhol, ils font écouter ouais, ça à Warhol, absolument, absolument. Tout ça est disponible d'ailleurs dans le coffret du Velvet. Pile, enfin bon, bref, un gros coffret sorti dans les années 90. Ouais. Ouais. Et donc, Oh, Warhol va leur proposer à ce moment-là de s'adjoindre la chanteuse Nico qui gravitait. C'est pas une chanteuse d'ailleurs à l'époque. Si, non, elle chantait déjà. elle était aussi chanteuse. Elle avait d'ailleurs fait des essais à Paris, fait des chansons écrites par Gainsbourg à l'époque, fait des enregistrements à Londres arrangés par. Il savait trouver les nanas. Hein, voilà, par David Whittaker. Bah oui, il avait eu sa fameuse aventure avec Alain Delon, Nico, à ce moment-là. Hein. Ouais, mais c'est le fils illégitime qu'elle avait eu. Et du coup, en fait, quand est-ce que Warhol décide de les faire enregistrer assez rapidement? Donc Nico se joint Donc en 65, il y a les travaux qui commencent à la Factory. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que on a l'impression qu'on est déjà en 66, 67, mais dès 65, un peu à l'image des Doors, bon c'est l'autre côté des États-Unis, mais il y a quelque chose qui se passe et les Américains ont vécu la British Invasion. Et à New York, du coup, Andy Warhol essaie de monter le truc, quoi. Voilà. Et du coup, ils enregistrent assez rapidement. Voilà, Warhol réussit à décrocher un contrat avec la branche musique de MGM. Ouais, mais quand même, c'était pas rien. Ouais, non. Et c'est Tom Wilson, le producteur de Like a Rolling Stone, qui est engagé pour produire les bandes de ce qui va devenir le Velvet Underground et Nico. Ouais, mais qu'est-ce qui fait alors qu'on dit toujours que le Velvet Underground, il y avait 20 personnes qui en avaient entendu parler, mais que tous ceux qui l'avaient entendu ont formé un groupe après? Pourquoi, malgré le fait que c'est porté par MGM, etc., finalement, ça reste confidentiel? Ah bah parce que personne ne comprend. Ah oui, c'est parce qu'en fait, les gens entendent le disque, mais ne l'apprécient pas, quoi. Déjà, il y a le label n'y croit pas du tout. Ah oui, du coup, donc la promo se fait pas vraiment. Voilà. Le label n'y croit pas du tout. Malgré la pochette, etc. Bien sûr. Ouais. Bah bien sûr. Non. Le label n'y croit pas du tout, ne comprend pas ça. Enfin, Andy Warhol à l'époque, c'est quand même pas non plus la plus grosse hype qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, Warhol, c'est le pape de tout ce qu'on veut, etc. À l'époque, Warhol, c'est une espèce de marginal, etc. Qui certes a ses entrées dans le milieu de l'art, etc. vit très bien, il y a aucun souci, mais qui au niveau du mass média est quelqu'un de totalement atypique bon, il n'y a pas les réseaux sociaux, etc. pour populariser, pour starifier auprès du grand public un personnage de ce type-là. D'accord. Et du coup, donc c'est le Velvet Underground et Nico qui sort en 66, du coup, dès 66. Oui, dans l'indifférence assez générale. Et donc c'est même pas distribué en Angleterre. Non, ça va être uniquement disponible en import, donc de façon très très confidentielle, et donc uniquement des milieux de musiciens, etc. vont vendre ça. Donc, et pas de 45 tours déjà en fait. Non, pas de 45 alors qu'on est tours. encore à l'ère du 45 tours en 66, donc l'album sort dans la différence générale. L'album sort dans la différence générale, mais va être remarqué par le manager de Bowie de l'époque, Kenneth. Bowie ne marche pas non plus. Kenneth Pitt, mais Bowie va, dès les années 60, commencer à reprendre I'm Waiting for the Man à l'époque. Hein, donc, d'accord. Donc, du coup, il y a quoi sur cet album pour resituer? Il y a Waiting for the Man, il y a Héroïne, il y a un peu tout. Il y a Sunday Morning, All Tomorrow's Parties. Sunday Morning, vu qu'on a parlé des Beach Boys, finalement, c'est une influence Pet Sounds ou pas, Sunday Morning? Parce qu'il y a le petit tout, c'est assez cristallin aussi, non? Enfin, là, j'y pense en parlant avec toi. Je pense que de toute façon, John Cale, qui est le co-auteur de la chanson, car c'est une chanson signée Lou Reed, John Cale. John Cale est un admirateur absolu de Brian Wilson. Il va d'ailleurs publier dans sa carrière solo dans les années 70 une merveilleuse chanson qui s'appelle Mr. Wilson, en hommage à Brian Wilson. Je pense que pour moi, c'est mêler les influences à la fois des Beach Boys pour John Cale et du doo-wop pour Lou Reed. Hein. D'accord.
Et du coup, comment ça se passe ça joue un peu en live dans les clubs, du coup? Voilà, mais dans des Parce que ce endroits. qui circule, c'est vraiment. Dans des endroits style Maxis Kansas City, Ouais, c'est ça, des choses comme c'est ça. plus tard Quoi. le live qui est sorti, mais c'est vraiment. Enfin, quand on entend les bootlegs, on entend 3 tables et 3 C'est pelés ça, mais c'est exactement ça. et 8 tondus. C'est exactement ça. Warhol organise quelques événements, Des happenings, en fait. des happenings effectivement avec des light shows, etc. Mais light show. voilà, mais c'est complètement confidentiel et réservé à effectivement ce milieu-là, etc. Et d'ailleurs, du fait du manque de succès du disque, Warhol se désengage de ses obligations avec le Velvet Underground et du coup, bon, il y a eu des histoires de coucherie évidemment. À la fois John Cale et Lou Reed ont couché avec Nico, Ouais, il a plus de luxe, mais Nico est évincé de la formation du groupe. Ouais, en fait, voilà, c'est ça, dès le premier album, quoi. Du coup, il y a Voilà. un album avec Nico. Et donc les voilà qui commencent à plancher sur un deuxième album. Ils poussent quand même, ils ont quand même la volonté, malgré la tarte qu'ils prennent finalement, de continuer. Bon, de toute façon, en même temps, le groupe ne nécessite pas un budget énorme, etc. Et donc, à l'époque, les contrats étaient beaucoup plus laxistes que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, bon, il y a un deuxième album qui est prévu, donc pourquoi pas le faire? Ce qui est incroyable, c'est que franchement, ce groupe, quand on l'écoute, symbolise absolument ce que signifie une bonne chanson. C'est-à-dire que les arrangements sont hyper épurés, il n'y a rien, mais les chansons sont tellement bonnes que c'est absolument merveilleux. Surtout, Quoi. Enfin, surtout je veux dire, puisqu'il faut s'arrêter à ça, j'en frissonne. les chansons, dans leur contenu, n'ont absolument rien de comparable avec ce qui a pu se faire avant. C'est-à-dire, c'est des chansons qui, pour la première fois, parlent de la rue, parlent de choses très très dures, parlent d'orgie, de fantasmes sexuels, de sadomasochisme. Personne n'a jamais parlé de ça. C'est presque un peu tôt pour les gens, c'est pour ça que ça reçoit. C'est un peu comme la scène de Retour vers le futur où le mec joue du Chuck Berry et que les gens comprennent pas. Enfin, c'est un parallèle comme ça, mais les gens sont pas prêts en fait pour entendre parler de ce genre de choses. Enfin, on veut pas savoir on veut pas savoir ce qui se passe dans la sexualité de Greenwich Village, même si ça doit être un peu plus. Enfin, je veux dire, c'était encore. On en avait parlé, je sais plus à quel sujet, sur l'Amérique qui n'était pas prêt à recevoir le glam parce qu'ils voulaient pas se poser des questions par rapport à leur propre sexualité. C'est déjà ça par rapport à la débauche, quoi. Oui, non, mais c'est complètement. La débauche, en tout cas. Enfin, la débauche. Comment vivent les gens. Enfin, certains gens, quand même. Oui, les marginaux new-yorkais, effectivement. Et donc, du coup, le deuxième album, ça déboule directement sur l'album qui s'appelle White Light, qui pour moi est un peu le sommet absolu de l'œuvre du Velvet Underground, qui est une espèce de lutte finale. On serait dans un jeu vidéo, ça serait vraiment la bataille de fin de niveau entre Lou Reed et John Cale, en fait. Alors, ce qui est incroyable, c'est que là, une espèce de lutte à mort entre les deux, quoi. Tu en parles super bien avec ta culture, mais moi, quand je me suis remis à me dire, bon, allez, il faut que je me penche sur le Velvet Underground, j'ai mis ce CD, donc White Light White It, sur la platine, et je me suis demandé si j'allais pas ramener à la Fnac parce qu'il y avait un problème sur le CD. Ce qui est assez drôle, quand je raconte cette anecdote, c'est pour dire à quel point on n'a rien entendu pareil depuis, quoi, finalement. En termes de, c'est noisy, quoi. C'est un choc total, mais d'une. Hormis la chanson titre, qui est d'ailleurs pas sur ce. Oui, encore. C'est assez brutal. C'est grungy punk. Selon des standards, c'est pas très écoutable non plus. White Light White Hits. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai envie de dire, si on aime la pop, on préfère l'écouter dans sa version reprise par David Bowie, qui l'a débarrassé de tout le côté effectivement mur du son, etc. Et tout ça en gardant le côté chanson, quoi. Parce que c'est vraiment l'aspect vraiment primordial chez le Velvet, c'est que des chansons absolument démentes, quoi. Mais là, cet album-là, effectivement, mêle les chansons toujours encore plus noires que sur le premier album, etc. Mais a une production, effectivement, complètement jusqu'au boutiste, mais qui, justement, va aux limites de ce que l'oreille peut écouter, mais pour vraiment aller au bout des limites du rock'n'roll. Et c'est en ça que le geste est absolument magnifique, et que cet album est complètement fascinant, parce que il amène l'auditeur à se poser la question de où sont les limites de
de la folie ou ou d'être sain, mais surtout, est-ce que cette vie est vraiment a vraiment intérêt à être saine en fait. C'est cette question fondamentale que le Velvet pose en 1967. Et ils sont toujours sur MGM qui a quand même re-signé pour un deuxième contrat et, et ça marche toujours pas. Oui, et là par contre ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Ça se vend peut-être moins bien que le premier. Bah, de toute façon, vu ce que c'était vendu le premier, voilà, c'était pas vraiment. La question. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de rectifier le tir en faisant un truc plus policé. Ils ne veulent pas s'adapter, c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que ça reste aussi. Non, parce que de toute façon, ils sont vraiment enfermés dans une démarche complètement artistique. Ils sont de toute façon à New York, qui n'est pas une scène qui est dans les radars de l'époque. Donc eux, ils essayent vraiment de faire comprendre aux gens qu'il y a autre chose qui se passe que le flower power, etc. Ils sont au contraire beaucoup plus... ils ont beau être des junkies, ils ont les idées beaucoup plus claires par rapport à... oui, et puis non, mais surtout c'est des gens qui sont complètement désabusés. Non, faut pas les brocarder en tant qu'intello. C'est des gens qui cherchent. Oui, et qui sont dans une recherche artistique plus que commerciale. Et plus que musicale, quelque part. Puisque... Ah si, ils sont dans une recherche musicale. Ils sont dans une recherche complètement musicale. Oui, c'est juste un moyen d'imposer des idées, enfin de faire passer des idées, en fait, la musique. Parce que ce sont pas il n'y a pas de techniciens, mais c'est pas du tout un reproche, c'est minimaliste comme musique. Ça dépend ce qu'on appelle de la technique. Si tu veux appeler technique quelqu'un qui fait des belles notes de guitare, comme on attend à ce que ça soit des notes de guitare, oui, c'est pas ça. Tu sais très bien que moi je suis pas un adepte des alors du coup, non. J'essaye d'être avec toi, je veux complètement aller dans ton sens et je suis fasciné par ce que j'entends du Velvet, que nos auditeurs soient bien rassurés là-dessus. Alors du coup, mais ce qui est marrant, c'est que ça pousse encore. C'est-à-dire que, est-ce que c'est MGM qui va produire le troisième, qui s'appelle The Velvet Underground d'ailleurs? Oui, mais qui est sans John Cale. Voilà, John Cale. Alors voilà, c'est ça que je voulais revenir là-dessus quand tu parlais du fait que c'est un espèce de duel entre John Cale et Lou Reed. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, John Cale... C'est une guerre d'ego ou un duel dans quel sens Oui, c'est une guerre d'ego, clairement. C'est une guerre d'ego parce que on Lou essaie Reed... d'écrire les meilleures chansons possibles et se les comparer les unes les non, autres. Non, c'est une question de pouvoir. Carrément. Lou Reed a un côté despotique et il est tout à fait conscient du fait que John Cale est quelqu'un sur lui. Qui est super talentueux. Qui effectivement, mais Lou Reed lui veut revenir au songwriting alors que John Cale lui est intéressé par le bruit. Voilà. Et donc c'est ça qui est fascinant dans White Light White Heat, c'est que c'est la bataille entre le songwriting et le bruit. Et au final, en gros, t'as Lou Reed qui essaye d'écrire et l'autre qui fait du bruit par-dessus. Et évidemment, alors tu vois, c'était pas idiot cette idée de retourner le CD. Tu sais pas ce que c'est. Sur le sommet de l'album qui est Sister Ray, cette chanson qui dure 17 minutes. Mais c'est ça qu'on entend. On a mais c'est splendide. Enfin, c'est peut-être le. Voilà, pour moi, c'est là où le rock dès 67 va jusqu'au bout de ses limites. Quasiment pour la dernière fois. On a presque envie de dire. Après, c'est plus la peine d'écouter du rock après ça. Après, on passe à l'ère DVD. On regarde Saint-Louis 97. Je l'ai placé. Du coup, donc le troisième album, donc c'est The Velvet Underground. Et là, il y a quand même des. Voilà, moi, ça, je trouve ça absolument. Peut-être un des meilleurs albums. Oui, je sais bien. Moi aussi. C'est pour ça qu'on passe du temps ensemble de temps en temps. Il y a quoi déjà? Rappelle-nous, Pale Blue Eyes notamment. Candy Says, What Goes On, Some Kind of Love, Pale Blue Eyes, Jesus, Beginning to See the Light. Il y a tout. Et ça marche toujours pas. Non. C'est dingue. Ça marche toujours pas. C'est enregistré à Hollywood, ça. Alors, Cale s'est barré, donc qu'est-ce qui se passe? Il se barre. Cale se barre. Parce qu'ils sont plus d'accord, il veut le songwriting, lui. De toute façon, non, c'est Lou Reed qui a imposé aux autres. C'est John Cale ou c'est moi. Et les autres, un petit peu en baissant la tête, en regardant leurs chaussures, on dit d'accord, on va continuer avec toi. Ah bon, il a réussi à manipuler tout le monde. Voilà, John Cale est un petit peu, du coup, rejeté par ce. Il le vire en fait. Oui, il le vire. Ah ouais, d'accord. Oh, putain. Et donc John Cale va devenir directeur artistique chez Warner.
Là, ça va mieux marcher pour lui, du voilà. coup. Peut-être, non il va faire des choses passionnantes, mais c'est pas le sujet. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, il va faire des choses qui marchent plus que... Je n'aime pas du tout aller parler de choses qui se passent très longtemps après. Oui, je sais bien. Alors du coup, Velvet Underground. Et donc du coup, le troisième est un chef-d'œuvre absolu et ne va pas non plus marcher du tout. Voilà, comme tous les chefs-d'œuvre incompris. Mais voilà, il faut après évidemment cet album va être découvert, etc. Et c'est un album sublime sur l'intimité, sur un espèce Blue Eyes, quoi. Voilà, c'est un bon exemple. Un album de réflexion magnifique sur les relations amoureuses, sur leur complexité. Voilà, une écriture sublime de Lou Reed. Des arrangements, quoi. Voilà, une grande douceur dans la composition. Voilà, c'est à n'y rien comprendre. C'est comme moi quand je dis que je préfère certaines versions de l'anthologie épurée en démo. Contrairement à certaines versions qui sont un peu surproduites, là le Velvet ils surproduisent rien, quoi, je veux dire. Non, de toute façon, voilà. Blue Eyes, c'est l'exemple, c'est un tambourin, une guitare simple. Et... oui, mais de toute façon, c'est magnifique. Ils sont contraints à cette retenue parce que de toute façon, personne ne croit en eux et ils n'ont pas de budget pour faire leur disque. Ouais, j'ai bien compris, mais ça te donne envie, même si t'es pas musicien, de prendre une guitare ou un tambourin et de dire vas-y, on essaie d'exprimer des choses. Et juste, les instruments sont un moyen de s'exprimer. Oui, mais les mots. Le bon exemple. Mais les mots aussi, parce que une fois de plus, Lou Reed ne va pas quelque part broder sur les poncifs du rock'n'roll qu'on entend partout et même chez les plus grands quelque part. Hein. Lou Reed va vraiment va être un espèce de poil à gratter en tant qu'auteur de chansons, à aller titiller tout ce qui il parle des charmes de l'adultère avec un esprit métaphorique extrêmement poétique. Il va dire que la passion amoureuse c'est pas ce qui fait non plus tout le sel de l'amour dans Some Kind of Love. C'est juste brillant, quoi. Il apporte de la lumière, lui en essayant de la chercher par lui-même et de sortir de tous ces paradoxes. C'est un peu comme Van Gogh qui a jamais vendu une toile de son vivant. Et Lou Reed a réussi quand même à en tirer quelques bénéfices plus tard, mais ça c'est un autre sujet. Mais vraiment à l'époque c'est incroyable que ça passe inaperçu alors que c'est un ovni. Et du coup Lou Reed continue à insister, même si j'ai l'impression que le groupe s'effrite de plus en plus. Ils se font jeter de chez MGM. Ils réussissent à avoir un petit contrat pour le quatrième qui sera Loaded. Et là Loaded Morrison qui commence à écrire vachement. Non. Attends, maintenant Doug Yule chante, Doug Yule, qui a remplacé John Cale à la basse, etc. Qui ouvre l'album Loaded d'ailleurs avec une chanson qui est très il ouvrait déjà le troisième album, c'est lui qui chante sur Candy Says. Who Loves the Sun, c'est lui qui chante. Rappelle-moi la première chanson de Loaded. Who Loves the Sun. De Loaded, donc quatrième album. Voilà, c'est ça. Who Loves the Sun. Si tu sais pas ce que c'est, tu dis c'est Harrison, quoi. Non, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Here Comes the Sun et Non, c'est pas la comparaison que je fais, mais vraiment même. Pardon. Je trouve que c'est aussi fort en termes de composition que les Beatles qui cartonnent. Je comprends pas pourquoi. Évidemment. Who Loves the Sun, pourquoi. Mais là, pour le coup, parce que Lou Reed, c'est génial, on en vend 50. Lou Reed veut vraiment essayer de faire un truc pour le coup commercial sur Loaded, quoi. Là, il se dit, il va essayer de sauver les murs et tout ça. Et puis ça marche toujours pas parce que personne n'y croit, personne ne fait la promo qu'il faut et tout ça. Et donc, Lou Reed. Juste à la sortie de l'album, même à la sortie de l'enregistrement, je crois qu'il ne finit pas l'enregistrement, même si toutes les chansons sont signées Lou Reed. Ouais, il le dit mal, tu penses, à l'époque évidemment, il repart prendre un boulot de secrétaire. Parce que tu vois, le mec a peut-être fini par se dire, heureusement que non, mais finalement je suis pas fait pour ça. On a tous essayé de faire des projets musicaux qui n'ont pas marché, puis on a fini par se dire, à tort ou à raison, je suis pas bon, je vais devenir CPE, quoi. Non, sauf qu'il y a vraiment un talent et qui a été heureusement redécouvert après. Et du coup, Loaded sonne, c'est le quatrième album et dernier, sauf
où il y a un... dernier, alors. Après, oui, si après, on prend voilà. Vue et tout ça, il y a les démos qui ressortent. Non, et puis surtout, non, les membres du Velvet, avec Dougal, vont encore sortir un album signé par le Velvet Underground qui est sans intérêt, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, C'est, dire. je me souviens que la pochette, c'est le sommet de l'Empire State Building, je sais plus quoi. Voilà, celui-là, même celui-là n'est pas revenu. Non, complètement. C'est comme les albums des Doors après. Mais bon, l'audit, juste pour finir un petit peu sur l'audit, pour le caractériser par rapport aux autres, voilà, c'est un peu l'album bohème du Velvet Underground, quoi, avec là vraiment du tube, une volonté de faire du tube avec rock'n'roll, avec Sweet Jane. Ah bah ça c'est un single par exemple. Avec Oh Sweet Nothing qui finit l'album, qui est l'espèce de Hey Jude, rock'n'roll, c'est les désabusé. Rap, hein. Oui, un petit peu, oui, si on veut. C'est pas les débuts, oui. parce que Berry, on faisait déjà. Enfin, quand je dis du rap, c'est de. Enfin, franchement, la façon de chanter, il n'a pas une voix démente, mais alors c'est vraiment un exemple d'un chanteur dément, un peu comme Dylan, mais dans encore un autre registre. C'est vrai. C'est pas Dylan, c'est Lou Reed, vraiment, c'est lui à part entière. C'est vrai. Et quand il chante, moi, ça me. C'est incroyable. C'est vrai. Et il va continuer à faire ça. Et puis d'ailleurs, il continuera à en tourner. Ça sera un autre podcast sur oui, Lou non. Il continuera à en tourner, à reprendre lui des chansons évidemment, de Velvet. Évidemment. Parce qu'il se dit merde. Évidemment, parce qu'une fois de plus, grâce à qui on va avoir le Velvet Underground grâce à Lou Reed, grâce à David Bowie. Oui, c'est Bowie qui va faire connaître ces chansons-là, qui va faire connaître Lou Reed. Qui va surtout produire Transformers, mais c'est un voilà. Et puis évidemment, Brian Eno et Roxy Music aussi, qui vont avoir un grand rôle aussi pour faire connaître le Velvet Underground, parce que c'est surtout les Anglais en fait qui vont dire au monde entier non mais il faut écouter ce groupe est indispensable. Merci et heureusement encore une fois, qui bien refont sûr. encore découvrir bien sûr l'Amérique, sûr. la musique américaine aux Américains. Enfin, c'est toujours l'histoire qui se répète. Absolument. On a été complet, parfait, et la pizza arrive, donc on vous embrasse très fort, à bientôt. Bisous.